vous voyez un président de la République du Cameroun rentrer dans une négociation où on va poser comme préalable qu'on va discuter non pas de la forme de l'État, mais de la structure de l'État, et notamment de son territoire, où des gens disent, nous on négocie si vous acceptez l'idée que nous ne faisons plus partie du Cameroun. Mais professeur, avant que l'honorable ne réagisse, l'honorable rejette la manière dont l'organisation du grand dialogue a été faite, mais aussi les recommandations. Mais pensez-vous que ces recommandations seraient suffisantes pour ramener la paix dans ces régions ou bien pour la localité? Non, d'abord, il a dit une chose qui n'est pas vraie. La solution militaire fait partie des instruments politiques. Le militaire n'est pas séparé du politique. C'est le politique qui commande le militaire. Donc, on peut négocier, mais si la négociation ne marche pas, on utilise la coercition. Il ne faut pas que les gens fassent comme si la coercition n'était pas un instrument d'un État. Moi, je ne suis pas contre les négociations, je suis seulement contre l'idée qu'on puisse accepter que le Cameroun puisse être divisé. Parce que si le Cameroun engage une dynamique de démantèlement partiel, il sera démantelé complètement. Ça veut dire que ça ne sera pas la dernière des sécessions. On voit déjà germer dans notre société des choses que les gens prennent pour un jeu. On voit des gens commencer à se positionner. Nous voulons telle entité, nous voulons telle autre entité. C'est toujours comme ça que ça commence. C'est toujours comme ça que ça commence. Et si on ne fait pas attention, certains de ces mouvements, je suis sûr au moins qu'un ou deux de ces mouvements vont se cristalliser pour se radicaliser et peuvent prendre une forme violente. Et c'est pour ça que ce qui se passe dans la gestion du conflit autour des régions du nord-ouest et du sud-ouest est très important. Maintenant, le grand dialogue n'a pas exclu par principe les sécessionnistes. On n'a pas dit qu'ils ne peuvent pas venir. Le problème, c'est qu'eux, ils estiment qu'ils ne pouvaient pas venir ici au Cameroun parce qu'il y aurait des problèmes de garantie de sécurité et tout le reste. Et ils estimaient que pour qu'ils négocient, il faut précisément qu'il y ait des médiateurs internationaux. Ça veut dire qu'ils sont dans une logique d'internationalisation de la crise qui sera difficile à l'appareil gouvernemental d'accepter. Puisque l'appareil gouvernemental veut gérer ça dans un cadre camerounais et eux, ils veulent gérer dans un cadre international. Quel est l'inconvénient du cadre international? C'est que ça peut effectivement dériver très rapidement. Vous allez pour négocier la paix dans le cadre de la structure unifiée du Cameroun. Après, on vous dit non. En fait, pour régler ce problème, il faut aller vers une solution. Il y aura deux États. Comme vous auriez pris l'initiative d'internationaliser le règlement de la situation, vous allez vous trouver coincé parce que vous avez donné au départ votre accord d'entrer dans le jeu du règlement du conflit en impliquant la communauté internationale. Et si cette communauté internationale vient vous imposer donc une solution, on va vers deux États. Mais professeur, est-ce que le droit national peut-il ramener la paix? Oui, si on est de bonne foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut voir les évolutions institutionnelles en fonction des rapports de force et des contraintes qui existent à un moment donné. J'entends les gens parler sur les formes de l'État au Cameroun, vraiment en amateur. Les formes de l'État, il ne suffit pas de spéculer, on veut le fédéraliser, on veut ceci pour que ce soit viable. On crée les institutions en fonction de conditions historiques et de conditions sociales précises. L'idée même d'un Cameroun fédéral n'est pas en soi une idée absurde. Sauf que on voit bien que si vous fédéralisez le Cameroun, si vous permettez l'expression, en ce moment, le Cameroun va éclater parce qu'en réalité, derrière même les revendications fédéralistes, se cache le fantasme d'État tribalisé. C'est-à-dire que chaque grande communauté aurait une entité qui serait propre à elle. Or, si vous allez dans ce sens, comme vous avez déjà un noyau anthropologique, c'est-à-dire que les gens se sentent une appartenance commune, quand vous allez donner un territoire, vous allez créer une entité concurrente de la République du Cameroun. C'est ça le problème. Or, c'est ce volet-là que les gens sont en train de développer. Et ça va donc empêcher qu'on aille vers l'autonomisation de manière graduelle. Ce que l'honorable dit, il peut effectivement avoir au sein du système institutionnel des forces qui, par réflexe,
bloque peut-être les évolutions. Ça peut être vrai. Mais il est aussi évident que si vous voulez arriver à un système avec un fort transfert du pouvoir vers les centres territoriaux et locaux, dans un pays aussi complexe que le Cameroun, ça doit se faire de manière graduelle et progressive. Et c'est là où l'idée du statut spécial peut être intéressante, à condition de la mettre en œuvre de manière scrupuleuse. Si on met ça en œuvre de manière scrupuleuse et que effectivement un certain nombre de forces sociales y repèrent des éléments d'autonomisation, les choses peuvent évoluer, mais ce n'est pas ça en soi. Et c'est ça la complexité de la situation qui va empêcher qu'il y ait des sécessionnistes. Puisque les sécessionnistes, c'est une position idéologique. Ils disent, nous, on n'est plus dans le Cameroun. On veut sortir du Cameroun. On ne veut même pas entendre parler du Cameroun. Que le Cameroun nous laisse en paix. Leur négociation, c'est que le Cameroun nous laisse en paix, gérer notre territoire. Alors, honorable, d'un côté, les gens réclament un État. De l'autre côté, l'État du Cameroun ne veut pas entendre parler d'une division de la nation camerounaise. Au sorti du grand dialogue auquel vous avez participé, la proposition d'un statut spécial en est ressortie. Pensez-vous qu'en l'état actuel, on peut entamer la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest? Non, franchement, c'est du bluff, ça. C'est une opportunité qu'on se crée pour se mettre l'argent dans les poches. On ne peut pas. Dans toutes les guerres du monde, on a toujours parlé de la reconstruction lorsqu'on a enterré la hache de la guerre. Vous ne pouvez pas aller construire un bâtiment alors que ce qui a fait détruire le précédent reste encore intact. Ça veut dire que vous allez vous retrouver dans un cercle itératif. Vous construisez et ce qui avait détruit le précédent vient encore détruire. D'abord, il faut se poser la question, comment est-ce que vous ferez pour vous mettre en sécurité de construire? Quel est l'entrepreneur qui peut accepter aujourd'hui d'aller, par exemple, dans le Lébialem, gagner un marché de construction? Donc moi, je pense que c'est une manière pour le gouvernement de perdre du temps là où il faut gagner du temps. Maintenant, je veux répondre à certains arguments du professeur. Lorsqu'on dit un État souverain, on ne peut pas lui demander de faire partie de l'armée. Ça voudrait dire que c'est dégager l'instrument d'expression de la souveraineté. Il me semble que ceux qui en parlent ne demandent pas que les forces militaires ou les forces de sécurité de manière classique, qui de manière classique assurent la présence de l'État dans ces régions-là, soient partis. On parle des forces qui sont déployées spécifiquement dans le cadre de la gestion du conflit. Il me semble que ce soit ça. Donc il me semble que ce soit ça. Et autre chose, c'est que lorsque les gens, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, les gens remettent en cause quelque chose qui était déjà vécu par les uns et les autres? C'est lorsqu'on se sent mal. Parce que si je suis ici et que je ne me sente pas bien, je vais commencer par me poser la question, qu'est-ce qui a fait même que je sois ici? Comment ça va même commencer que je sois ici? Donc reconnaissons que c'est le non-respect des différents accords. C'est la malgouvernance. Parce qu'on n'impose pas le vivre ensemble. Le vivre ensemble doit être la résultante d'un amour partagé, où les deux parties se respectent. Si on avait dit que les deux entités, le Southern Cameroun et le Cameroun oriental, devraient discuter d'égal à égal, je ne pense pas que les accords de 61 allaient être ce qu'on a pu voir là. Nous avons pris le devant. Et lorsqu'on a décidé de changer tout, on n'a plus eu l'humilité ou bien la responsabilité républicaine d'aller consulter ou bien de demander de tenir compte de la position des autres. Donc il y a un problème d'abus. Il y a un problème d'abus dans la gestion qui amène la partie anglophone de croire que en réalité cet accord de vivre ensemble était de la dupérie. C'était une sorte de velléité d'absorption qui s'est montrée définitivement en public lorsqu'on a changé la dénomination de notre République en 1984. Donc moi je pense que ce soit d'un côté comme dans l'autre, il y a des errements.
Et quand il y a des errements, j'ai parlé tout à l'heure de ce que lorsque votre seau de maïs se verse, vous ne pouvez plus ramasser tous les grains. Ça veut dire que le gouvernement, le président a prêté serment d'assurer l'intégrité territoriale. Assurer l'intégrité territoriale, ça renvoie d'abord à la responsabilité d'une gestion préventive, de veiller à ce qu'il n'y ait pas atteinte à cette intégrité-là. Lorsqu'il y a déjà atteinte, il y a une défaillance quelque part. Oui, il y a une défaillance quelque part, parce que ça ne devrait même pas arriver. S'il avait bien géré, s'il avait veillé à ce que le territoire soit normalement dans son intégrité. S'il y a eu atteinte, ça veut dire qu'il y a défaillance du système quelque part. Et maintenant, ceux qui portent atteinte ont également une responsabilité. Il faut donc aller à des négociations pour que les uns et les autres reconnaissent quand même que nous avons fauté, vous avez fauté, nous avons fauté. Il faut trouver un consensus qui calme les deux côtés. En novembre 91, il y a eu des assises de la tripartite. Et je dois dire ici qu'il n'y a pas de personnalité politique anglophone qui n'ait pas partagé les accords de la tripartite. À la tripartite, alors qu'il était question de se retrouver pour trouver des solutions mettant fin à aux villes mortes et autres, la problématique de la forme de l'État s'est invitée. Et la revendication du fédéralisme et le maintien de l'État unitaire était là, centralisé, était là. Le point de consensus qu'on a trouvé, c'était la décentralisation. Je dis non, on ne va pas rentrer au fédéralisme, on ne va pas non plus rester à l'État hyper centralisé, il faut aller à la décentralisation. Plus de 30 ans après, on n'a pas pu mettre cette décentralisation en marche. Il y a donc problème. Moi, je crois que, au lieu de penser que le respect de la responsabilité du président vis-à-vis du serment l'amène à des solutions de violence, moi, je continue à croire qu'il s'agit d'un problème politique. C'est vrai, la force de répression, que ce soit la police ou les forces armées, sont des instruments à la disposition de l'homme politique. Et quand par homme politique, l'homme d'État. Mais cela n'intervient que lorsqu'on aura échoué à résoudre les conflits par des solutions politiques. À quel moment on a effectivement et objectivement tenté de résoudre ce problème par des solutions politiques? Il me semble que à chaque fois, on a fait semblant. À chaque fois, on a minimisé la situation. À chaque fois, on a continué à parler du haut de ses chevaux parce qu'on est plus grand, parce qu'on a la force. Le gouvernement camerounais a répondu à toutes les revendications des populations anglophones. Comme lesquelles? Comme par exemple, pour la corporation des enseignants. Non, laissez ça, laisse ça. Il faut même, rentrons même dans ça pour analyser. Lorsque les enseignants ont commencé à gréver, quelle était la posture des ministres? Lorsque les avocats anglophones ont commencé à exprimer leur désir de rencontrer le ministre de tutelle à l'effet de poser leurs problèmes, est-ce que les ministres les avaient reçus d'emblée? Ils sont rentrés, exprimer leur ras-le-bol à travers une grève, et cette grève-là, on a envoyé les forces de maintien de l'ordre les violenter jusqu'à arracher même leurs robes. On est allé aux négociations et accepté de répondre à leurs problèmes. À quel moment? Au moment où la situation était déjà devenue difficile, conflictuelle, violente. Et c'est pour ça que je parle de la gouvernance préventive. À quel moment on est disposé à trouver des solutions à des situations qui peuvent devenir de véritables problèmes avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Donc moi je crois que ce discours de dire si on part au fédéralisme, ça va faire un glissement dans les autres, c'est un discours qui ne tient pas. Qui ne tient pas. Ça ne se tient pas. Le fédéralisme, ils veulent un État indépendant. Non, écoutez, j'ai dit que qui veut le moins demande le plus. Et ça c'est vrai. Parce que si Ayoub Tabé était cantonné sur sa position de dire je veux l'indépendance ou non, il n'allait pas exprimer. Parce que même si c'est faux ou c'est vrai, le fait qu'il ait envoyé ce message en disant qu'on est rentré en négociation avec les officiers du gouvernement, ça peut être un appel de balle, ça peut exprimer son désir de rentrer à ces négociations. Et on ne peut pas demander la négociation pour aller simplement dire aux gens, je veux que vous signiez notre séparation. Ce n'est pas possible. Et ensuite, professeur, je vais te dire, le Grand Nord
a eu de revendications régionalistes lorsqu'il était question de créer, par exemple, l'école normale de Maroua. On a eu ça. On a eu ces mémorandas. Ça n'a pas entraîné les autres régions. Je dis, bon, comme le gouvernement a cédé aux revendications du Grand Nord, il faut que l'Ouest demande, il faut que l'Ouest fasse la même chose. Et nous nous demandons, on n'a pas dit que changer la forme de l'État ou revenir au fédéralisme voudrait dire qu'on va rentrer dans un fédéralisme à 2 États comme dans le temps. Vous pouvez trouver des moyens, soit de faire un fédéralisme à 10 États, soit de regrouper des gens par proximité, géographie et autres. On peut faire un fédéralisme à 3 États, on peut faire 4 États. On ne peut plus rentrer dans un fédéralisme à 2 États fondé sur la base linguistique ou politiquement historique. Mais on peut faire autrement. Et la défaillance, la faute est à un gouvernement qui est incapable d'asseoir ce que la Constitution a défini et engagé comme la nouvelle forme de l'État depuis 1996. On a promulgué la Constitution le 18 janvier 1996. Nous sommes aujourd'hui et on se querelle encore sur la mise en place de la décentralisation. Si la décentralisation avait été mise sur pied, peut-être que les gens n'allaient plus être à discuter sur le contenant, parce que la forme importe peu. On peut dire fédéralisme et le contenu est vide. Tout comme on peut dire décentralisation avec un contenu suffisamment plein qui donne le pouvoir aux responsables localement élus de prendre en main la destinée des populations au niveau local. Mais le gouvernement a une volonté de donner l'impression qu'on s'attaque au problème alors qu'on est tout simplement dans la ruse de faire passer le temps. Et chaque fois quand il y a un problème politique au Cameroun, c'est ça que le gouvernement fait. On vous donne l'impression de résoudre le problème alors qu'on n'a pas fait bouger une seule ligne dans la résolution de ces problèmes. Professeur, vous pourrez revenir sur les propos de l'honorable, mais permettez-moi, c'est ce qu'Ayoub Tabé cet esprit sur les réseaux sociaux à travers son compte Twitter. Mais aussitôt, le gouvernement intérimaire autoproclamé de l'Ambazonie, conduit par Samuel Ako, s'est porté en faux. Alors, existerait-il des tensions au sein des groupes sécessionnistes? Bien entendu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est clair que même si une partie des sécessionnistes change de position, il y a des fondamentalistes qui ne sont prêts à aucun recul. Et certains de ces fondamentalistes-là ont une influence fondamentale, une influence structurelle sur l'évolution du conflit. À l'exemple de Choayaba Lucas, par exemple, qui refuse de manière systématique toute possibilité que la République du Cameroun demeure dans son intégrité. Bon, vous allez donc prendre un certain nombre de fédéralistes, de sécessionnistes qui vont reculer et dire, bon, si vous nous donnez le fédéralisme, ça va. Qu'est-ce que vous faites des fondamentalistes? Eux n'accepteront pas de recul. Pour eux, la seule négociation possible, c'est que le Cameroun accepte que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest ne font plus partie du Cameroun. Il ne faut pas lire dans les intentions. Je ne lis pas dans les intentions. Et au moins, on aura montré qu'on a la volonté de même faire. Quand on dit qu'on négocie, même quand on dit qu'on négocie, il y a des préalables. Oui, aucun gouvernement du Cameroun n'est habilité à aller négocier le démantèlement du Cameroun. Donc, il ne faut pas donner l'impression que les gens soient à tout prix contre la négociation, mais une négociation même a des préalables. C'est-à-dire qu'on peut être en désaccord sur certaines choses, mais il faut des fondamentaux. L'élément fondamental d'une négociation possible, c'est que les protagonistes acceptent d'abord l'idée que l'entité Cameroun existe et sera intègre. C'est à ce moment donné-là que le problème de la forme de l'État peut devenir pertinent. Mais on ne peut pas aller à une négociation où pendant qu'une partie dit le Cameroun doit rester, l'autre partie dit non, on va diviser le Cameroun. Il est évident que dans ces conditions-là, l'échec de ces négociations-là sera l'issue logique de l'affaire. Bon, pour revenir sur ce que l'honorable disait tout à l'heure. Non, il est évident dès le départ, moi je l'ai dit dès le départ, on était encore loin de l'action armée, que ce que ces gens cherchent, c'est à créer un conflit de souveraineté. Oui. Les mouvements sociaux ne sont qu'un prétexte. C'est-à-dire le mouvement des enseignants, le mouvement, ce n'était que des prétextes.
Et le gouvernement a d'abord négligé cela. Mais au fur et à mesure, il s'est rendu compte effectivement que ces gens, en réalité, ont d'autres intentions. Parce que chaque fois qu'on faisait des concessions, ils faisaient de la surenchère. Parce qu'en réalité, le problème, dès le départ, c'est le problème de la souveraineté. Et ce problème de la souveraineté ne se limite pas à la forme de l'État. C'est donnez-nous notre État. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, les gens négligent beaucoup. Et c'est faire preuve de complaisance. Parce que notre pays est un pays très complexe. Si vous cédez en laissant une partie du Cameroun partir, pourquoi vous allez vous opposer quand une autre partie du Cameroun va demander à partir? Pourquoi? Et les gens simplifient ce qui est en train de se passer. Moi, je dis, et je l'ai dit dès le départ, à ceux qui soutenaient ce mouvement-là, quand les autres fondamentalismes identitaires vont se réveiller, j'espère que vous allez continuer à soutenir. Et nous sommes dans l'articulation. On a posé le problème des États. Non, on ne fait pas les États comme ça. J'entends les gens dire qu'il faut 2, 3, 4 États. On n'a peut-être pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais examinons par exemple une solution à 4 États. Si vous faites par exemple un État entre guillemets anglophone, c'est déjà un problème. Puisque cet État-là devient en réalité un passage vers un État indépendant. Quand vous aurez fait un État fédéré anglophone entre guillemets, sans le savoir, vous préparez déjà une sécession possible. Ça c'est d'un. Vous faites un État fédéré qui contient les régions du centre, du sud, ou du centre, du sud et de l'est. Mais c'est une autre dynamique sécessionniste. Un tel État ne peut pas rester dans le Cameroun. Il va nécessairement s'engager dans une voie d'indépendance. Maintenant, vous faites un État du Grand Nord, par exemple. Soit, mais il y a une région où il y aura des tensions même pour le découpage. Je vois même des découpages où on va mettre dans les États fédérés nord-ouest et ouest, et sud-ouest et littoral. Mais vous ne réglez pas la question qui a été portée par ces mouvements disant que les anglophones sont marginalisés en raison de leur culture d'origine coloniale. Ça veut dire que vous n'allez faire que transférer la contradiction à un autre niveau. Ça ne résout pas le problème. Le seul modèle de fédéralisme qui peut fonctionner au Cameroun, mais pas immédiatement, c'est un fédéralisme à 10 États. Et qui doit se préparer. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire qu'on décrète. Et la voie pour le préparer, c'est peut-être un consensus sur une décentralisation avancée. Et dans la décentralisation avancée, comme il y a une contradiction culturelle, entre guillemets, francophone, anglophone, qui semble a priori avoir plus de poids que les autres, on dit donc statut spécial pour les régions anglophones, de telle manière qu'elles puissent gérer l'autonomie, et on leur accorde un certain nombre de compétences. Et on leur accorde ces compétences de manière sérieuse. Et on active la décentralisation par la voie normale dans les autres régions. Avec donc l'habitude, si on applique ça de manière sérieuse, les institutions vont mûrir. Et c'est à ce moment donné que la question du fédéralisme peut se poser sans être contradictoire avec l'unité et la stabilité du Cameroun. Mais si vous dites là maintenant que vous rentrez dans le fédéralisme, vous faites par exemple 2 États. Ce n'est pas possible. Là, nous sommes parfaitement d'accord. Dès que vous allez dire 2 États, un certain nombre de groupes d'intérêts qui ont déjà commencé, ils vont dire que donnez-nous aussi, notre, comme on dit en français camerounais, notre part d'État fédéré. Sinon, on n'accepte pas. Dès que vous rentrez donc dans le débat des États fédérés, se pose le problème de la compatibilité. Je ne veux pas engager de manière anticipée ce qui peut venir après. Sujet, ouais. Voilà, c'est ça la complexité de la situation. Mais le problème ici, pour ce qui nous concerne, ce qu'on appelle commodément la crise anglophone, c'est la question de la souveraineté. Et cette question de la souveraineté ne peut pas donner lieu à un accord. C'est impossible. C'est-à-dire que tant qu'il y a un côté, les gens qui disent que le Cameroun doit rester un, et de l'autre côté, des gens qui disent que le Cameroun doit être divisé, vous voulez que l'accord soit possible? L'accord n'est pas possible. Honorable, oui. Sissoco Ayok-Tabe a choisi de communiquer via les réseaux sociaux. Cette manière de communiquer ne traduit-elle pas la volonté d'autonomie de ce groupe qui se trouve ici sur le terrain par rapport aux leaders qui sont en exil? Mais est-ce qu'il avait le choix? Ayok-Tabe est en prison, donc il ne peut pas venir
sur le plateau de télévision, à la radio et tout ça. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent le média le plus facilement accessible et qui peut atteindre le monde entier en une clic. Donc il me semble qu'il n'avait pas suffisamment de choix. Et le fait de le faire, pour moi, est l'expression de la prédisposition de ce leader-là d'aller au dialogue et d'attirer l'attention de l'opinion publique. Que si ça bloque, ce n'est pas le côté des sécessionnistes qui refuserait d'aller au dialogue. Mais selon vous, il n'y a pas de tension dans le groupe des sécessionnistes? Non, attendez, il y a des temps. La tension vient à quel moment? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la réaction du gouvernement consistait à jeter de l'huile dans le feu. Lorsque votre leader sort et exprime une action politique importante et d'envergure dans une situation de conflit armé, et maintenant l'adversaire vient le mettre en situation de véritable faiblesse, il faut de l'autre côté qu'il y ait quelque chose qui contredise pour dire que non. Si honorable nous n'étions pas. Oui. Tout le monde chez les sécessionnistes ne reconnaissait pas Ayoub Tabé comme leader. C'est ça le problème. Non, dès le départ, ce n'est pas maintenant. Oui, mais on peut dire tout le monde ne connaît pas. On peut citer les noms. On ne refuse pas que tout le monde ne reconnaisse pas. Maintenant, Ayoub Tabé est l'un des leaders. Il y a d'autres leaders. Et vous avez vous-même dit que les leaders ont voulu qu'il y ait un dialogue, mais un dialogue sous l'arbitrage d'une communauté internationale. On trouve qu'il y a un problème parce que lorsque l'international s'implique, ça peut aller dans un sens qu'on ne pourra plus maîtriser. Mais je vous dis que si l'international veut appuyer la sécession, on n'a pas besoin d'attendre qu'on donne l'occasion d'une négociation qui échouerait pour le faire. Ils peuvent bien le faire maintenant. Et le fait de ne pas aller au dialogue crée des conditions. Ils le font même, d'ailleurs. Donc, moi, je pense que nous devons être suffisamment sages de comprendre que c'est une situation dont la cause est purement politique. Et il faut au moins montrer à l'opinion qu'on a la ferme volonté d'aller aux négociations avant que ces négociations-là n'échouent pour que les uns et les autres... Moi, particulièrement, j'avais eu à changer de discours par rapport à ce que je tenais vis-à-vis de ces sécessionnistes. J'ai, par exemple, à un moment donné, pensé que le refus de venir participer au grand dialogue donnait toute la légitimité au pouvoir désormais d'agir de manière violente parce qu'on n'a plus d'autre option. Il n'y a personne au Cameroun qui soit prêt à accepter d'aller à une solution de sécession. Il n'y a pas beaucoup de gens qui soient prêts à aller à une solution de fédéralisme genre ce que nous avons eu aux sorties des négociations de 1961. L'UDC que je représente sur ce plateau a commis et publié un avant-projet de constitution en 1994. Là-dedans, on parle du nouveau fédéralisme. Et pour nous, c'est le fédéralisme des régions. Ériger les 10 régions aujourd'hui en entité administrative purement autonome sur le plan administratif et financier. Il faut donner cette autonomie-là. Et nous l'avons dit depuis 1994. On a défendu cette thèse à la tripartite. On l'a fait continuer dans un avant-projet de constitution. La constitution de 1996 l'a prise. Et il faut dire que même les dispositions de fonctionnement de la décentralisation actuelle ne donnent pas suffisamment du tonus à cette décentralisation. Mais au moins, il fallait déjà montrer la volonté en la mettant en place. Tout le temps, nous venons d'avoir un débat, dernièrement ce week-end, sur la problématique de la décentralisation qui traîne. Le ministre même que le président a nommé, et donnant l'impression qu'il venait donner un coup de pouce à la mise en place de cette décentralisation, ne semble pas comprendre son rôle, puisqu'il continue à penser que les préfets sont les patrons des maires et que lui, quand il veut s'adresser, donner les instructions aux maires, il doit automatiquement demander au préfet de les réunir comme quelqu'un qui a réuni ses subordonnés pour leur donner des injonctions. Donc, quand on agit comme ça, ça donne raison aux sécessionnistes de dire, voilà, on ne peut pas faire autrement que d'aller soit au fédéralisme, soit à la sécession. Et l'autre chose, justement avec le professeur, je suis content que tu dises que dès le départ, tu avais dit que la problématique